Je n'aurais jamais imaginé voir mon fils à genoux en train de nettoyer une cuvette de toilette pendant que des hommes en costume riaient dans le couloir. Théo avait 32 ans, un diplôme de la Sorbonne en administration des entreprises, parlait couramment 3 langues et possédait une intelligence qui m'avait toujours rempli d'une fierté silencieuse. Mais ce matin pluvieux de novembre, lorsque je suis entrée sans prévenir dans les bureaux de Beaumont & Associés, j'ai trouvé mon fils unique avec des gants en caoutchouc, tenant un balai, les yeux rouges, le visage marqué par une humiliation qu'aucune mère ne devrait jamais avoir à témoigner. La réceptionniste m'avait indiqué le 3e étage en me disant que M. Théo Rochefort y travaillait. Je suis montée pleine d'enthousiasme, un croissant encore chaud dans mon sac, pensant le surprendre pendant sa pause café. Mon cœur battait d'une anxiété joyeuse, cette envie maternelle de voir son fils briller lors de son premier jour de travail. Théo s'était marié il y a 6 mois avec Élise Beaumont, la fille de l'un des importateurs de vin les plus respectés de Paris, et avait enfin décroché un poste dans l'entreprise de son beau-père après des mois de chômage. J'étais certaine que ce serait le nouveau départ qu'il méritait tant. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, j'ai entendu des rires venant du couloir, des voix masculines, graves, amusées. J'ai suivi le son jusqu'à une salle de réunion aux parois vitrées, où 3 cadres conversaient en buvant du café dans des tasses de porcelaine fine. L'un d'eux a pointé du doigt le couloir latéral et a dit quelque chose qui a fait rire les autres encore plus fort. C'est alors que j'ai tourné au coin et que j'ai vu. Théo était accroupi à côté d'un chariot de nettoyage, ramassant des papiers froissés par terre. Il portait une chemise que j'avais moi-même repassée la veille, mais par-dessus, il avait enfilé un tablier bleu de personnel d'entretien. Son visage était pâle, tendu, et il bougeait avec une hâte nerveuse, comme s'il voulait terminer rapidement et disparaître. Au fond du couloir, près des toilettes, j'ai aperçu une femme blonde en talons hauts qui observait la scène, les bras croisés. C'était Élise, ma belle-fille. Elle ne faisait rien, se contentait d'observer avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Mon corps s'est figé. Pendant un instant, j'ai pensé être entrée dans le mauvais immeuble, que c'était un cauchemar ou un malentendu grotesque. Mais alors, Théo a levé les yeux et m'a vue. L'impact a été immédiat. Il a lâché le sac poubelle qu'il tenait et resté paralysé pendant 2 secondes interminables. Et, quand nos regards se sont croisés, j'ai vu quelque chose se briser en lui. Des larmes ont rempli ses yeux avant même qu'il ne puisse faire semblant. Mon fils, qui avait toujours été si fort, si déterminé, s'est mis à pleurer là, au milieu de ce couloir d'entreprise, habillé comme un agent d'entretien pendant que sa femme regardait en silence. Avant que je puisse m'approcher, une voix grave a résonné derrière moi. « Madame Rochefort, quelle surprise !» C'était Philippe Beaumont, le beau-père de Théo, qui marchait dans ma direction avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il portait un costume impeccable à fines rayures, les cheveux grisonnants peignés en arrière, une posture de quelqu'un habitué à contrôler chaque pièce dans laquelle il entre. « Vous êtes venu rendre visite à notre nouveau collaborateur ?» La façon dont il a prononcé le mot « collaborateur » portait tellement de mépris que j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. J'ai regardé Théo à nouveau, qui essuyait maintenant son visage du revers de la main, essayant de retrouver un peu de dignité. Élise a finalement bougé, s'approchant de son mari, mais pas pour le consoler. Elle a posé la main sur son épaule avec une fermeté qui ressemblait plus à un avertissement qu'à un geste de tendresse. « Maman, je... » Théo a commencé, la voix étranglée. « Ne t'inquiète pas, Théo. » Philippe a interrompu, tapotant l'épaule de mon fils avec condescendance comme s'il était un enfant. « Tout le monde commence en bas ici, chez Beaumont. Ça fait partie du processus. Bien sûr, certains commencent plus bas que d'autres. » Il a ri de sa propre plaisanterie, et 2 cadres qui passèrent dans le couloir ont ri aussi, comme si c'était le commentaire le plus spirituel du monde. J'ai senti mon estomac se retourner. J'ai regardé autour de moi en essayant de comprendre ce qui se passait. Théo avait été embauché comme analyste de marché. Il m'avait montré le contrat, parlé de ses responsabilités, de la chance qu'il aurait enfin de prouver sa valeur. Pourquoi alors nettoyait-il des toilettes ? « Monsieur Beaumont, j'ai réussi à dire en essayant de garder une voix ferme, il y a eu une erreur. Théo a été embauché pour travailler dans le département commercial. » Philippe m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose de naïf et adorable. «
Ah, madame, vous ne comprenez pas comment fonctionne une vraie entreprise familiale. Ici, nous ne donnons pas de privilèges. Votre fils doit prouver qu'il mérite de monter. Et franchement, il a fait une pause théâtrale, regardant Théo avec un mélange de pitié et d'amusement. Jusqu'à présent, il n'a démontré qu'une aptitude pour les tâches. Simple. Élise est restée silencieuse, mais j'ai vu un petit sourire se former au coin de sa bouche. C'était pire que n'importe quel mot. Mon fils était humilié publiquement, et sa propre femme trouvait cela drôle. C'est tout ce qu'il sait faire, le pauvre. Philippe a continué, s'adressant maintenant au cadre qui s'était approché, curieux de voir la scène. Mais au moins, il est utile. Les toilettes du 3e étage n'ont jamais été aussi propres. Les rires ont résonné dans le couloir comme des lames. Théo a baissé la tête, serrant le manche du balai si fort que ses doigts sont devenus blancs. Je voulais crier, arracher mon fils de là immédiatement, mais quelque chose m'a paralysée. C'était peut-être la façon dont Élise regardait son mari avec une froideur calculée qui m'a fait comprendre que ce n'était pas un accident. C'était intentionnel. C'était de la cruauté organisée. Je savais que je devais agir, mais à ce moment-là, j'ai simplement reculé d'un pas, puis d'un autre, jusqu'à me retrouver dans l'ascenseur, descendant tandis que la réalité de tout cela m'étouffait. Mon fils était piégé. Pas seulement dans un travail humiliant, mais dans un piège soigneusement construit par des gens qui étaient censés l'aimer. Quand je suis sortie de l'immeuble, la pluie parisienne tombait violemment. J'ai pris mon téléphone d'une main tremblante et j'ai passé un appel que j'avais juré de ne jamais refaire. De l'autre côté, une voix que je n'avais pas entendue depuis 15 ans a répondu « Viviane ?» J'ai respiré profondément. « Jacques, j'ai besoin de ton aide, maintenant. » Parce que s'il y avait une chose que Philippe Beaumont et sa fille ignoraient à mon sujet, c'est que moi aussi j'avais un passé. Et dans ce passé, j'avais des connexions. Des connexions qui pourraient complètement renverser la situation. Mais avant de continuer, je dois vous faire comprendre quelque chose. Vous qui m'écoutez en ce moment, vous reconnaissez peut-être dans cette histoire un morceau de vos propres vies, des batailles silencieuses que nous menons pour ceux que nous aimons. Si cela touche votre cœur, si vous pensez que cette histoire mérite d'être entendue, laissez un like. Et dites-moi, d'où m'écoutez-vous? Parfois, savoir que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage fait toute la différence. Maintenant, si vous voulez découvrir ce qui s'est passé après cet appel, ce que j'ai fait pour affronter la famille Beaumont et comment mon fils a finalement retrouvé sa dignité, alors restez avec moi. Parce que ce qui a suivi a changé nos vies pour toujours. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Dans mon appartement du 11e arrondissement, j'ai tourné en rond jusqu'à l'aube, le téléphone serré entre mes mains comme une arme que je m'apprêtais à dégainer. Jacques Moreau avait répondu à mon appel avec cette voix grave que je n'avais pas entendue depuis 15 ans, depuis l'époque où nous travaillions ensemble dans le secteur bancaire avant que nos chemins ne se séparent. Il ne m'avait posé aucune question au téléphone, avait simplement dit « Demain matin, 10h, café de Flore. Viens avec tous les détails. » Je connaissais Jacques depuis mes 30 ans, quand je travaillais encore comme analyste financière à la Société Générale. Nous avions gravi les échelons ensemble, partagé des dossiers complexes, survécu aux restructurations brutales des années 90. Lui était devenu consultant indépendant, spécialisé dans les acquisitions d'entreprises familiales, un homme discret, mais redoutablement efficace. Celui qu'on appelait quand on voulait vraiment savoir ce qui se passait dans les coulisses du monde des affaires parisien. Moi, j'avais pris ma retraite il y a 4 ans pour m'occuper de mon mari malade jusqu'à sa mort. Et depuis, je vivais modestement mais dignement avec ma pension. Le lendemain matin, je suis arrivée au café 15 minutes en avance. L'automne parisien déployait ses couleurs dorées sur le boulevard Saint-Germain, mais je ne voyais rien de cette beauté. Mon esprit ne cessait de rejouer la scène de la veille. Théo à genoux, les larmes sur son visage, le sourire cruel d'Élise, les rires de Philippe Beaumont. Chaque image me brûlait comme de l'acide. Jacques est arrivé exactement à 10h, grand et mince dans son pardessus gris anthracite, les cheveux désormais complètement blancs, mais le regard toujours aussi perçant. Il s'est assis en face de moi et a commandé un double espresso avant de me regarder droit dans les yeux. « Raconte-moi tout. » J'ai parlé pendant 20 minutes sans interruption.
Je lui ai raconté le mariage précipité de Théo avec Élise il y a 6 mois. Comment mon fils était tombé amoureux de cette femme élégante et sophistiquée lors d'un vernissage dans le Marais. Comment elle l'avait présenté à sa famille comme le grand amour de sa vie. Comment Philippe Beaumont avait semblé accueillir Théo à bras ouverts, lui promettant un poste important dans son entreprise de négoce de vin une fois qu'il serait marié. Comment mon fils, au chômage depuis 8 mois après la faillite de sa précédente société, avait vu là une chance inespérée de reconstruire sa carrière. Mais j'ai aussi raconté les signes inquiétants que j'avais choisi d'ignorer à l'époque. La façon dont Élise avait insisté pour que Théo vende son petit appartement de Montreuil et emménage dans le sien, un penthouse dans le 16e offert par son père. Comment elle avait progressivement éloigné mon fils de ses amis, suggérant qu'il n'était pas vraiment à leur niveau. Comment les appels téléphoniques de Théo s'étaient espacés ces derniers mois, sa voix devenant de plus en plus éteinte quand nous parlions. Et hier, j'ai conclu, la gorge serrée, je l'ai trouvé en train de nettoyer des toilettes pendant que son beau-père se moquait de lui devant tout le bureau. Jacques, il l'humilie systématiquement. C'est calculé, organisé. Et sa propre femme est complice. Jacques a bu son café en silence, ses doigts tapotant lentement la table en bois. Son visage restait impassible, mais je le connaissais assez pour savoir qu'il analysait chaque information, construisant déjà une stratégie dans son esprit méthodique. « Beaumont and associé », a-t-il murmuré finalement. « Philippe Beaumont, je connais ce nom. » Il a sorti son téléphone et a tapé rapidement quelque chose. « Importateur de vin, principalement du Bordelais et de la Bourgogne, chiffre d'affaires annuel estimé à 15 millions d'euros. Entreprise familiale fondée en 1987. Philippe Beaumont, 63 ans, veuf depuis 10 ans, 2 enfants, Élise, 30 ans, et Maxime, 35 ans. « Tu connais déjà tout ça ?» j'ai demandé surprise. J'ai fait quelques recherches ce matin avant de venir. Vieille habitude. Il a levé les yeux de son écran. « Viviane, ce que je vais te dire ne va pas te plaire, mais tu dois l'entendre. Ce genre de situation, l'humiliation systématique d'un gendre dans une entreprise familiale, ça suit généralement un schéma très précis. Soit c'est un test de soumission, soit c'est une stratégie d'éviction. D'éviction. Mais pourquoi l'aurait-il fait venir si c'était pour l'évincer ? Jacques a posé son téléphone et s'est penché vers moi, sa voix devenant plus grave. Parce qu'ils possèdent peut-être quelque chose qu'ils veulent, un bien, un héritage, des droits. Ou alors, il a marqué une pause significative. Ils veulent le briser psychologiquement pour qu'il accepte des conditions qu'il n'aurait jamais acceptées autrement. Divorce à leurs conditions, renoncement à certains droits, signature de documents compromettants. Les Beaumont ne sont pas n'importe qui dans le milieu du vin parisien, Viviane. Ils ont une réputation d'être des négociateurs impitoyables. Mon sang s'est glacé. Théo ne possédait rien de valeur, si ce n'est. L'appartement, j'ai murmuré. Mon mari lui avait légué un petit 2 pièces dans le 11e avant sa mort. Théo l'a vendu juste avant le mariage pour, selon lui, contribuer aux frais et montrer sa bonne volonté à la famille. Il a mis l'argent sur un compte joint avec Élise. Combien ? 250 000 €. C'était tout ce que mon mari avait pu lui laisser. Jacques a fermé les yeux brièvement et j'ai vu une expression de colère traverser son visage, habituellement contrôlé. Ils l'ont dépouillé, a-t-il dit simplement. Et maintenant, il le brise pour être certain qu'il ne réclamera jamais rien. Viviane, ton fils est dans une situation bien plus grave que tu ne le penses. S'il est psychologiquement détruit, il acceptera un divorce dans lequel il perdra tout. L'argent, la dignité, peut-être même sa santé mentale. Les mots de Jacques résonnaient dans ma tête comme des coups de marteau. J'ai pensé à Théo enfant, à ses rêves, à la façon dont il me montrait fièrement ses bulletins scolaires, à son diplôme de la Sorbonne qu'il avait obtenu avec mention. J'ai pensé à toutes les batailles que j'avais menées pour lui offrir une bonne éducation après que son père et moi avons divorcé quand il avait 8 ans. Et maintenant, des étrangers cruels déchiquetaient méthodiquement tout ce qu'il était. Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai demandé, ma voix à peine audible. D'abord, on doit savoir exactement à quoi on a affaire. Je vais investiguer discrètement sur les Beaumont, leur entreprise, leurs finances. Pendant ce temps, tu dois parler à Théo, en privé, loin d'Élise.
Tu dois savoir ce qui se passe vraiment dans ce mariage, s'il y a des violences psychologiques, quel document il a signé. Mais, Viviane... » Jacques a attrapé ma main sur la table. « Sois prudente. Si Élise ou Philippe découvrent que tu enquêtes, ils pourraient accélérer leur plan. » J'ai hoché la tête, sentant une détermination froide remplacer progressivement mon désespoir maternel. Je n'étais plus la jeune analyste financière fragile d'autrefois. J'avais survécu à un divorce brutal, à la mort de mon second mari, à des années de lutte professionnelle dans un milieu dominé par les hommes. Je savais me battre. Et pour mon fils, j'étais prête à déclencher une guerre. 3 jours plus tard, j'ai réussi à organiser un déjeuner avec Théo dans un petit restaurant vietnamien de Belleville, loin du 16e arrondissement et des yeux de sa belle famille. Il est arrivé avec 20 minutes de retard, le visage marqué par la fatigue, les épaules voûtées comme celles d'un homme portant un fardeau invisible. « Maman, je suis désolé pour l'autre jour », a-t-il commencé immédiatement, évitant mon regard. « Tu n'aurais pas dû voir ça. C'était juste un malentendu, une période d'adaptation. »« Théo, arrête. » Ma voix était plus dure que je ne l'aurais voulu, mais je ne pouvais plus supporter ces mensonges. Je ne suis pas venue ici pour recevoir des excuses. Je suis venue parce que je vois mon fils se détruire sous mes yeux et que je refuse de rester là sans rien faire. Il a enfin levé les yeux vers moi, et ce que j'y ai vu m'a brisé le cœur. Ce n'était plus le regard confiant et déterminé de mon fils. C'était le regard d'un homme profondément blessé, épuisé, vidé de son essence. « Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?» a-t-il murmuré. « Que ma femme me méprise, que son père m'utilise comme son laquais personnel, que chaque soir quand je rentre, Élise me reproche d'être un raté, un poids mort, quelqu'un qui n'apporte rien à la famille. Tu veux que je te dise que j'ai vendu l'appartement de papa pour rien, que l'argent est sur un compte que je ne peux même pas toucher sans sa signature ?» Chaque mot était un coup de couteau. J'ai attrapé ses mains sur la table, les serrant fort. « Pourquoi tu restes, Théo? Pourquoi tu acceptes tout ça ?» Il a ri, un rire amer et désespéré. « Parce que j'ai honte, maman. Honte d'avoir été assez stupide pour ne rien voir venir. Honte d'avoir cru qu'elle m'aimait vraiment. Honte d'avoir déçu tout le monde, encore une fois. Et puis, sa voix s'est brisée. Où est-ce que j'irai? Je n'ai plus rien. Plus d'appartement, plus d'économie, plus de travail à part nettoyer les toilettes pour mon beau-père. Qui voudrait m'embaucher maintenant? J'ai 32 ans et mon CV montre 6 mois de trous inexpliqués suivis d'un poste de femme de ménage dans une entreprise familiale. Les larmes coulaient librement sur son visage maintenant, et autour de nous, les autres clients du restaurant détournaient poliment le regard. J'ai senti ma propre rage monter, froide et déterminée. Écoute-moi bien, Théo, tu n'es pas seul, je ne te laisserai pas couler, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance et que tu me dises tout. Absolument tout. Quel document as-tu signé? Y a-t-il eu des contrats, des accords prénuptiaux? Est-ce qu'Élise ou Philippe t'ont déjà menacé explicitement? Théo a essuyé son visage avec sa serviette, hésitant visiblement. Puis, lentement, il a commencé à parler. Et ce qu'il m'a révélé au cours des 2 heures suivantes a confirmé mes pires craintes. Philippe Beaumont avait fait signer à Théo, juste avant le mariage, un contrat qu'il avait présenté comme une simple formalité administrative pour être ajouté à l'assurance de l'entreprise familiale. En réalité, c'était un document stipulant qu'en cas de divorce dans les 5 premières années de mariage, Théo renonçait à toute prétention sur les biens communs acquis pendant l'union, incluant l'argent versé sur le compte joint. De plus, il s'engageait à ne jamais travailler dans le secteur vinicole en France, sous peine de poursuite pour concurrence déloyale. C'était un piège juridique parfaitement construit. Philippe et Élise avaient tout planifié depuis le début. Le mariage, l'argent de l'appartement, l'humiliation systématique. Tout servait à briser Théo suffisamment pour qu'il demande lui-même le divorce, perdant ainsi tout ce qu'il possédait. Mais ils avaient commis une erreur. Ils avaient sous-estimé sa mère. Jacques Moreau m'a rappelé le lendemain soir avec des informations qui ont complètement bouleversé toute la situation. Sa voix au téléphone vibrait d'une excitation contenue que je ne lui connaissais pas, une intensité qui trahissait l'importance de ce qu'il avait découvert. « Viviane, il faut qu'on se voie immédiatement. J'ai trouvé quelque chose d'énorme. »
Nous nous sommes retrouvés cette fois dans son bureau de Neuilly, un espace sobre et élégant au 3e étage d'un immeuble haussmannien donnant sur l'avenue Charles de Gaulle. Les murs étaient ornés de diplômes encadrés et de photographies de Jacques serrant la main de divers hommes d'affaires influents. Son bureau en acajou massif était impeccablement organisé, chaque objet à sa place, reflétant la rigueur méthodique de l'homme qui y travaillait. Jacques a étalé plusieurs documents sur la surface polie et j'ai immédiatement reconnu des bilans financiers, des articles de presse jaunis, des captures d'écran de registres du commerce et des sociétés, des graphiques montrant des courbes descendantes alarmantes. Beaumont, un associé, est au bord de la faillite, a-t-il annoncé sans préambule, ses doigts tapotant un document particulièrement révélateur. Leur principal fournisseur bordelais les a abandonnés il y a 8 mois après des retards de paiement répétés et substantiels. Philippe Beaumont a contracté des dettes personnelles considérables auprès de plusieurs banques pour maintenir l'entreprise à flot, hypothéquant même sa résidence secondaire dans le Luberon. Mais ça ne suffit plus. Les créanciers commencent à perdre patience. Ils ont besoin d'un apport de capital urgent, au moins 300 000 €, sinon l'entreprise coulera définitivement d'ici la fin de l'année fiscale. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Mon cœur s'est mis à battre plus fort, un mélange de rage et de compréhension nauséeuse envahissant tout mon être. 300 000 €, j'ai murmuré, ma voix à peine audible. C'est presque exactement la somme que Théo. Exactement. Jacques a confirmé, ses yeux brillants d'une lueur triomphante, mêlés d'indignation. L'argent de l'appartement de ton fils n'a jamais été destiné à être un apport au couple comme ils l'ont présenté. C'était une injection de capital déguisée pour sauver temporairement l'entreprise familiale de la banqueroute. Philippe Beaumont a utilisé sa propre fille comme appât pour attirer un homme vulnérable et désespéré. Quelqu'un qui possédait justement la somme exacte dont ils avaient désespérément besoin pour repousser leurs créanciers. Le mariage n'était qu'une transaction financière soigneusement orchestrée, une arnaque parfaitement légale en apparence. La nausée m'a envahi, une vague de dégoût physique qui m'a obligé à m'asseoir lourdement sur le fauteuil en cuir face au bureau. Cette révélation dépassait largement tout ce que j'avais pu imaginer dans mes scénarios les plus sombres. Élise n'avait jamais aimé Théo, pas même un peu. Elle l'avait simplement utilisé comme une source de financement, une tirelire humaine à briser une fois vidée. Mais attendez, et j'ai dit après avoir repris mes esprits, essayant de rassembler mes pensées dispersées par le choc. S'ils avaient vraiment besoin de cet argent pour sauver l'entreprise, pourquoi humilier Théo au point de risquer qu'il parte? S'il demande le divorce maintenant, avec le contrat qu'il a signé, il perdra l'argent certes, mais eux seront démasqués. Ils pourraient porter plainte pour escroquerie, fraude matrimoniale. Toute leur stratégie s'effondrerait. Jacques a souri, ce sourire froid et calculateur que je lui avais vu lors de négociations particulièrement tendues dans le passé, quand il jouait aux échecs avec la carrière et la fortune de ses adversaires. Justement, c'est là qu'intervient toute la dimension psychologique de leur plan. Ils veulent que Théo soit tellement détruit, tellement convaincu de sa propre incompétence et de sa nullité qu'il ne lui viendrait même pas à l'idée de les attaquer en justice. Un homme psychologiquement anéanti ne se bat pas, Viviane. Il fuit. Il accepte sa défaite comme une fatalité, comme une confirmation de ce qu'on lui a martelé jour après jour, et il disparaît sans faire de vagues, sans poser de questions, sans réclamer quoi que ce soit. Philippe Beaumont a probablement utilisé cette méthode plusieurs fois dans sa longue carrière de requin des affaires parisiennes. J'ai fait quelques recherches complémentaires sur son passé. Il a une réputation dans le milieu pour être impitoyable dans les négociations, pour écraser méthodiquement toute opposition. Sauf que cette fois, Jacques a tapé fermement sur les documents étalés devant lui. Cette fois, il a choisi la mauvaise victime. Parce que cette victime a une mère qui connaît parfaitement le système de l'intérieur et qui refuse d'abandonner. Un plan a commencé à germer dans mon esprit, audacieux, risqué, potentiellement dangereux, mais aussi potentiellement dévastateur pour les Beaumont s'il était exécuté correctement. Jacques, tu as dit qu'ils avaient besoin de capital urgent pour survivre. Est-ce que l'argent de Théo a déjà été entièrement utilisé ou reste-t-il des réserves? Excellente question. Selon mes sources bancaires discrètes,
Environ 150 000 € ont été immédiatement injectés dans l'entreprise pour payer les fournisseurs les plus pressants et éviter des poursuites judiciaires imminentes. Le reste, soit environ 100 000 €, est encore sur le compte joint, probablement gardé en réserve stratégique pour les prochaines échéances fiscales et les salaires du trimestre prochain. Sans cette réserve, l'entreprise s'effondrerait en quelques semaines, un mois maximum. Donc, si cet argent disparaissait subitement du compte joint, si Théo parvenait à le récupérer légalement, l'entreprise Beaumont coulerait inévitablement et rapidement. Jacques m'a regardé avec un mélange de surprise admirative et de respect professionnel, comme s'il voyait soudainement en moi non plus l'ancienne collègue devenue mère au foyer, mais la combattante stratège que j'avais été dans ma carrière. Techniquement, oui, absolument. Mais Viviane, tu dois comprendre que tu ne peux pas simplement retirer cet argent comme ça. Légalement, juridiquement, cet argent appartient désormais autant à Élise qu'à Théo, puisqu'il est sur un compte joint établi après leur mariage. Toute tentative de retrait unilatéral serait immédiatement bloquée par la banque et pourrait même mener à des poursuites pénales pour détournement de fonds communs. Les Beaumont ont des avocats redoutables qui sauteraient sur l'occasion. Sauf, j'ai répliqué, sentant l'adrénaline monter dans mes veines comme un feu glacé. Si Théo prouvait de manière irréfutable que cet argent a été obtenu sous fausse déclaration, que le mariage était une fraude organisée depuis le début, un stratagème criminel pour s'approprier ses biens. Dans ce cas précis, il pourrait demander non pas un divorce ordinaire, mais la nullité complète du mariage pour vice de consentement et dol. Et dans une procédure de nullité pour fraude, tous les transferts d'argent effectués pendant cette union frauduleuse seraient automatiquement annulés et restitués. C'est comme si le mariage n'avait jamais existé juridiquement. Le silence qui a suivi était chargé de possibilités vertigineuses. Jacques s'est levé lentement de son fauteuil et a marché jusqu'à la fenêtre panoramique, regardant les lumières de Neuilly scintiller dans la nuit tombante. J'ai vu ses épaules se tendre puis se relâcher progressivement, signe extérieur qu'il évaluait mentalement toutes les implications de ce que je venais de suggérer, pesant les risques contre les bénéfices potentiels. Il faudrait des preuves extrêmement solides, béton, a-t-il finalement dit, se retournant vers moi. Des témoignages concordants, des documents compromettants, des enregistrements peut-être ? Quelque chose d'indiscutable qui prouve que Philippe et Élise avaient planifié cette escroquerie matrimoniale avant même la rencontre avec Théo, que tout était calculé depuis le début. Et si on pouvait les faire avouer ? Les pousser à révéler eux-mêmes leurs véritables intentions ? Jacques a froncé les sourcils, intrigué mais sceptique. Comment ? Ils ne sont pas stupides. Philippe Beaumont a survécu 40 ans dans le monde impitoyable du négoce de vin parisien. Il ne va pas simplement s'effondrer et confesser ses crimes lors d'une conversation banale. J'ai respiré profondément, rassemblant mon courage pour ce que j'allais proposer, sachant que cela dépassait largement ma zone de confort habituelle et m'entraînait dans des eaux troubles et potentiellement dangereuses. En les mettant face à une menace existentielle qu'ils ne peuvent absolument pas ignorer. En leur faisant croire qu'un investisseur providentiel est prêt à injecter massivement dans leur entreprise mourante, à les sauver de la banqueroute imminente, mais seulement si certaines conditions drastiques sont remplies. Des conditions qui les forceraient à révéler complètement leur véritable situation financière catastrophique, à expliquer d'où viennent leurs récentes injections de capital, et potentiellement à laisser échapper des informations sur leurs véritables intentions concernant Théo et son argent. Tu parles de créer un investisseur fictif ? Viviane, c'est dangereux, illégal dans certains aspects, je sais parfaitement. Mais c'est aussi potentiellement notre seule chance réaliste. Tu m'as dit toi-même que tu avais des contacts étendus dans le milieu du capital investissement et des fusions-acquisitions. Est-ce que tu pourrais organiser une série de rencontres crédibles et professionnelles entre Philippe Beaumont et un prétendu investisseur fortuné sérieusement intéressé par son entreprise moribonde ? Jacques est retourné s'asseoir, ses doigts entrelacés sous son menton, son regard perçant fixé sur moi avec une intensité nouvelle. Je pouvais presque voir les rouages de son esprit analytique tourner à pleine vitesse, évaluant chaque angle, chaque risque, chaque opportunité. « J'ai un ami très proche », a-t-il finalement dit après une longue minute de réflexion intense. « Antoine Deschamps ?»
Nous avons travaillé ensemble pendant 15 ans dans un grand cabinet de conseil en fusions-acquisitions avant qu'il ne prenne une retraite anticipée il y a 2 ans. Il est brillant, charismatique, absolument convaincant quand il joue un rôle. Il me doit quelques services importants que je n'ai jamais réclamés. Il pourrait parfaitement incarner un investisseur fortuné, discret mais puissant, cherchant à diversifier intelligemment son portefeuille substantiel dans le secteur vinicole français. Si Philippe mord à l'hameçon, et il mordra forcément vu son désespoir financier, nous pourrions organiser plusieurs réunions préliminaires progressives pendant lesquelles Antoine poserait des questions extrêmement précises et dérangeantes sur la situation financière réelle, les entrées de capital récentes et inhabituelles, les associés silencieux éventuels, les dettes cachées. Et si Philippe ment effrontément, comme il le fera probablement, alors on aura tous ces mensonges soigneusement enregistrés sur support audio. Antoine portera un micro-espion discret lors de chaque rencontre professionnelle. Si Philippe prétend faussement que son entreprise se porte magnifiquement bien alors qu'elle est au bord du gouffre, s'il cache délibérément l'injection massive d'argent provenant de Théo, s'il laisse échapper le moindre commentaire révélateur sur la vraie nature transactionnelle de ce mariage arrangé, nous aurons des preuves tangibles. Pas forcément recevables directement devant un tribunal sans autorisation judiciaire préalable, certes, mais largement suffisantes pour faire une pression psychologique écrasante et forcer une négociation favorable sous menace d'exposition publique. Mon cœur battait si fort et si rapidement que je l'entendais résonner dans mes oreilles comme un tambour de guerre. Ce que nous envisagions maintenant était indéniablement risqué, potentiellement illégal dans certains aspects techniques. Mais c'était peut-être réellement la seule chance tangible de sauver mon fils de cette spirale destructrice. Combien de temps ça prendrait pour tout mettre en place ? 2 semaines minimum, peut-être 3 pour que ce soit parfaitement crédible. Il est absolument crucial que l'approche soit naturelle, progressive, pas précipitée ni suspecte. Antoine devra d'abord être présenté à Philippe par un intermédiaire commun parfaitement crédible du milieu vinicole, puis manifester progressivement et subtilement son intérêt croissant pour l'entreprise. Pendant ce temps stratégique, tu dois impérativement préparer Théo psychologiquement à tenir encore. Il doit continuer à subir stoïquement les humiliations quotidiennes sans réagir visiblement, faire semblant que rien ne change dans son comportement. Sinon, Philippe deviendra immédiatement méfiant et tout notre plan s'effondrera avant même d'avoir commencé. Je ne sais pas si Théo peut psychologiquement tenir encore 3 semaines entières dans cet enfer quotidien sans s'effondrer complètement. Il le doit absolument. Jacques a répondu avec une dureté nécessaire mais bienveillante. Parce que si nous déclenchons prématurément cette opération délicate maintenant et qu'il craque visiblement au milieu du processus, si son comportement change soudainement, tout s'effondrera catastrophiquement. Les Beaumont deviendront immédiatement méfiants. Ils cacheront soigneusement toutes leurs traces compromettantes, ils consulteront leurs avocats et nous n'aurons définitivement plus aucune chance de récupérer l'argent volé ou de prouver quoi que ce soit devant quelque instance que ce soit. J'ai pensé intensément au visage ravagé de Théo lors de notre dernier déjeuner douloureux, à ses yeux ternes remplis d'un désespoir si profond qu'il semblait avoir perdu toute étincelle de vie. Combien de temps exactement un être humain peut-il être systématiquement brisé, humilié, détruit avant que les dégâts psychologiques deviennent complètement irréversibles ? D'accord, j'ai finalement dit d'une voix ferme, malgré mes tremblements intérieurs. Mais je veux être personnellement impliqué à chaque étape cruciale du processus. Je veux savoir exactement ce qui se passe, quand ça se passe, comment ça évolue. Je ne peux pas rester dans l'ignorance pendant que mon fils souffre. Évidemment, naturellement, tu es le cœur battant de cette opération entière, Viviane. Sans ta détermination maternelle extraordinaire, absolument rien de tout cela ne serait même envisageable. Les jours suivants ont été incontestablement les plus difficiles, les plus éprouvants de toute ma vie. J'ai rencontré Théo 4 autres fois, toujours avec une discrétion extrême, toujours dans des endroits éloignés du 16e arrondissement et des regards potentiellement indiscrets de sa belle famille. À chaque rencontre successive, je voyais son état physique et mental se dégrader visiblement et dangereusement. Il avait perdu au moins 6 ou 7 kilos. Ses mains tremblaient légèrement de manière incontrôlable, ses épaules étaient perpétuellement voûtées, comme sous un poids invisible.
Son regard était de plus en plus vide, absent, comme si son âme avait progressivement quitté son corps meurtri. Élise avait apparemment intensifié considérablement ses attaques psychologiques quotidiennes, lui reprochant chaque soir avec une cruauté méthodique son incompétence fondamentale, sa médiocrité pathétique, sa chance incroyable et imméritée d'avoir épousé quelqu'un d'aussi généreux et tolérant qu'elle, malgré sa nullité humaine totale et complète. Je lui ai expliqué les grandes lignes de notre plan sans entrer dans tous les détails techniques potentiellement dangereux. Je lui ai simplement dit, avec toute la conviction dont j'étais capable, que nous travaillions activement à récupérer son argent volé et sa dignité perdue, mais qu'il devait impérativement encore tenir psychologiquement un peu plus longtemps. Il a hoché la tête, mécaniquement, comme un automate programmé, sans vraiment sembler comprendre ou espérer. Et cette image déchirante de mon fils, transformée en coquille vide, m'a littéralement hanté pendant des nuits entières d'insomnie angoissée. Jacques et Antoine ont travaillé avec une efficacité et une rapidité remarquables. Antoine Deschamps s'est révélé être un acteur absolument remarquable, créant méticuleusement un personnage d'investisseur discret mais extrêmement fortuné, héritier solitaire d'une immense fortune industrielle textile, cherchant intelligemment à se diversifier stratégiquement dans les spiritueux et les grands vins français. Il s'est fait présenter naturellement à Philippe lors d'un dîner prestigieux organisé par un véritable contact commun influent dans le milieu élitiste du vin parisien, et Jacques m'a rapporté plus tard que Philippe avait littéralement sauté sur cette opportunité providentielle avec une avidité presque pathétique, voyant manifestement en Antoine la bouée de sauvetage miraculeuse qu'il cherchait désespérément depuis des mois. 3 réunions progressivement plus approfondies ont été méticuleusement organisées sur 2 semaines intenses. Jacques m'envoyait systématiquement des comptes rendus détaillés et précis après chacune d'elles, me tenant informé de chaque développement crucial. Lors de la première rencontre exploratoire, Philippe avait peint un tableau absolument idyllique et mensonger de son entreprise, parlant avec emphase de croissance soutenue, de marges bénéficiaires croissantes et d'opportunités d'expansion internationale passionnantes. Mensonge éhonté et grossier qu'Antoine avait fait intelligemment semblant de croire avec enthousiasme. Lors de la 2e réunion plus technique, Antoine avait poliment mais fermement demandé à examiner les bilans financiers détaillés des 3 dernières années. Et Philippe avait immédiatement commencé à s'agiter visiblement, à transpirer légèrement, promettant nerveusement de les fournir rapidement, mais trouvant constamment des excuses bureaucratiques pour retarder cette transmission compromettante. La 3e réunion décisive a eu lieu un jeudi soir dans un restaurant étoilé extrêmement prestigieux du 8e arrondissement. Antoine avait clairement déclaré que c'était sa dernière rencontre définitive avant de prendre une décision finale irrévocable sur son investissement potentiel. Philippe était arrivé accompagné d'Élise, probablement pour impressionner le supposé investisseur millionnaire avec le vernis superficiel de respectabilité familiale harmonieuse. Ce que les Beaumont ignoraient complètement, c'est que j'étais également là, assise stratégiquement à une table discrète dans l'angle opposé de la salle élégante, portant une perruque Auburn sophistiquée et des lunettes de soleil design élégantes. Jacques m'avait littéralement supplié avec insistance de ne surtout pas venir, arguant rationnellement que c'était beaucoup trop risqué et potentiellement catastrophique si j'étais reconnue. Mais j'avais catégoriquement refusé d'écouter ces objections légitimes. Je devais impérativement voir leur visage menteur. Je devais entendre de mes propres oreilles ce qu'ils diraient quand ils se croiraient en sécurité. Le visage de Philippe Beaumont est devenu écarlate. Élise, elle, a pâli dangereusement, ses doigts serrant son verre de vin si fort que j'ai cru qu'il allait se briser. Pendant un instant, le silence dans le restaurant était si épais qu'on aurait pu l'entendre respirer. Comment savez-vous cela? Philippe a finalement lâché, sa voix tremblant entre la rage et la panique. Qui êtes-vous vraiment? Antoine n'a pas scié. Il a calmement sorti une carte de visite de sa poche et l'a posée sur la table. Je suis exactement qui je prétends être. Monsieur Beaumont, un investisseur potentiel qui fait preuve de diligence raisonnable avant de placer son argent. Et la diligence raisonnable implique de vérifier toutes les sources de financement d'une entreprise, surtout
quand ces sources semblent inhabituelles. Maintenant, je vais vous poser la question une dernière fois. Et votre réponse déterminera si je sors de ce restaurant en tant que partenaire ou en tant que simple dîneur. L'argent de Monsieur Rochefort a-t-il été utilisé pour maintenir votre entreprise à flot? Philippe a regardé sa fille, cherchant visiblement une issue. Mais Élise semblait tout aussi dépassée, son masque de sophistication parisienne se fissurant sous la pression. J'ai senti mon cœur battre si fort que j'avais peur qu'ils l'entendent depuis leur table. « Écoutez, » Philippe a finalement dit, sa voix devenant suppliante. « Vous êtes un homme d'affaires. Vous comprenez que parfois, dans le monde des affaires, on doit faire preuve de créativité pour survivre. Oui, mon gendre a contribué financièrement à l'entreprise. Oui, c'était une condition implicite de son mariage avec ma fille. Mais ce n'est pas de l'escroquerie, c'est simplement comment fonctionnent les alliances familiales dans notre milieu. Il a obtenu un statut social, un nom respectable, une femme magnifique. En échange, il a aidé la famille. C'est un arrangement équitable. Un arrangement équitable, Antoine a répété lentement, qui implique de l'humilier publiquement en le faisant travailler comme agent d'entretien, de le briser psychologiquement jusqu'à ce qu'il ne soit plus capable de revendiquer quoi que ce soit. Parce que voyez-vous, Monsieur Beaumont, j'ai également des sources au sein de votre entreprise, et elles m'ont raconté des choses assez troublantes sur la manière dont vous traitez votre gendre. Élise s'est levée brusquement, son visage déformé par la colère. « Ça suffit! Je ne sais pas qui vous a envoyé, mais ce dîner est terminé. Papa, on s'en va. »« Asseyez-vous !» Antoine a ordonné avec une autorité glaciale qui m'a surprise moi-même. « Parce que si vous partez maintenant, je peux vous garantir que demain matin, un dossier complet sur vos pratiques commerciales douteuses sera sur le bureau du procureur financier. Fraude matrimoniale, détournement de fonds, harcèlement moral en entreprise. Je suis sûr que les autorités seront très intéressées. » Philippe s'est effondré sur sa chaise comme un pantin dont on aurait coupé les fils. Toute sa superbe, toute son arrogance avait disparu. Il n'était plus qu'un vieil homme acculé, désespéré. « Qu'est-ce que vous voulez ?» il a murmuré. « Ce n'est pas ce que je veux, » Antoine a répondu calmement. « C'est ce que Madame Viviane Rochefort veut. » J'ai vu leurs têtes se tourner simultanément, balayant la salle du regard. J'ai retiré mes lunettes de soleil et ma perruque. Quand nos yeux se sont croisés, l'expression sur le visage de Philippe était un mélange de choc, de terreur et de compréhension nauséeuse. Je me suis levée et j'ai traversé le restaurant jusqu'à leur table, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence stupéfait qui s'était installé. Les autres dîneurs nous regardaient maintenant ouvertement, sentant le drame qui se déroulait. « Bonsoir Philippe, bonsoir Élise », j'ai dit, ma voix étonnamment calme malgré l'adrénaline qui rugissait dans mes veines. « Vous pensiez que j'étais juste une vieille femme inoffensive, n'est-ce pas? Que je resterais à ma place pendant que vous détruisiez mon fils? Viviane, je... » Philippe a commencé. « Taisez-vous », j'ai coupé, ma voix devenant tranchante comme un rasoir. « Vous avez assez parlé. Maintenant, c'est moi qui vais parler, et vous allez écouter. Demain matin à 10h, vous allez vous présenter au cabinet de Maître Joubert, boulevard Haussmann. Vous allez signer un document annulant le contrat prénuptial que vous avez fait signer à Théo sous de faux prétextes. Vous allez également signer un accord stipulant que les 250 000 € seront intégralement remboursés sur le compte personnel de Théo dans un délai de 72 heures. En échange, Théo ne portera pas plainte pour fraude matrimoniale et je ne transmettrai pas le dossier que M. Deschamps a constitué aux autorités compétentes. « C'est impossible !» Élise a craché. « Nous n'avons pas cette somme disponible immédiatement. L'argent a été utilisé pour les opérations de l'entreprise. Il est engagé dans des contrats, des stocks. »« Alors vous vendrez ?» j'ai répliqué froidement. « Vous vendrez des actions de l'entreprise, vous contracterez un prêt bancaire, vous hypothéquerez vos biens personnels. Je m'en fiche complètement. Mais dans 72 heures, cet argent sera sur le compte de mon fils où tout ce dossier sera rendu public. Et croyez-moi, quand le milieu du négoce vinicole parisien apprendra que Philippe Beaumont utilise le mariage de sa fille pour escroquer des hommes vulnérables, votre réputation sera détruite. Plus personne ne voudra faire affaire avec vous. » Philippe avait les larmes aux yeux maintenant, toute sa morgue envolée. « Vous ne comprenez pas, »
il a supplié. Si je sors cette somme maintenant, l'entreprise coulera. 40 ans de travail, la réputation de ma famille, tout sera perdu. Je vous en prie, il doit y avoir un autre arrangement. Il n'y en a pas, j'ai dit simplement. Vous avez fait un choix en vous attaquant à mon fils. Maintenant, vous en assumez les conséquences. Et pour être clair, si dans 3 mois, Théo n'a pas retrouvé un emploi décent et bien rémunéré dans son domaine de compétences, parce que vous l'avez saboté en répandant des rumeurs ou en noircissant sa réputation professionnelle, je ressortirai ce dossier et je le transmettrai non seulement aux autorités, mais également à tous les journalistes économiques que je connais. Votre entreprise ne survivra pas au scandale. Élise me regardait avec une haine pure. « Vous avez détruit ma famille », elle a sifflé. « Non », j'ai répondu, ma voix devenant plus douce mais non moins implacable. « J'ai protégé la mienne. Vous avez essayé de détruire mon fils, de le vider de sa substance, de son argent, de sa dignité. Vous avez fait de lui un objet de moquerie, une coquille vide. Mais vous avez oublié qu'il avait une mère, et qu'une mère ne laisse jamais personne détruire son enfant, peu importe le prix à payer. » Je me suis tournée vers Antoine, qui observait la scène avec une satisfaction professionnelle évidente. « Monsieur Deschamps, pouvez-vous vous assurer que tous les enregistrements de vos conversations avec Monsieur Beaumont sont bien sécurisés ?»« Déjà fait, Madame Rochefort. 3 copies, dans 3 endroits différents, avec instruction de les publier si quoi que ce soit nous arrive, à vous ou à votre fils. » Philippe a posé sa tête entre ses mains, vaincu. Élise regardait ailleurs, son visage tordu par la rage impuissante. Le serveur, qui se tenait à distance respectueuse, semblait ne pas savoir s'il devait apporter l'addition ou appeler la sécurité. « Demain, 10 heures, » j'ai répété. « Ne me décevez pas. » Je suis sortie du restaurant dans la nuit parisienne, Jacques et Antoine me suivant de près. Mes jambes tremblaient, l'adrénaline se dissipant pour laisser place à un épuisement profond. Mais j'avais gagné. Théo aurait son argent. Il aurait sa liberté. Il aurait une chance de reconstruire sa vie. Ce soir-là, j'ai appelé mon fils. Il a décroché à la 3e sonnerie, sa voix éteinte. « Maman ? Théo, mon chéri, prépare tes affaires. Demain, tu quittes cet appartement et tu viens vivre avec moi le temps de te remettre sur pied. Élise signera les papiers de divorce, tu récupéreras ton argent et tu recommenceras une nouvelle vie. C'est fini. Tu es libre. » Le silence à l'autre bout de la ligne s'est étiré pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis j'ai entendu un son que je n'avais pas entendu depuis des mois. Mon fils qui pleurait, non plus de désespoir, mais de soulagement. 3 mois plus tard, Théo a signé un contrat en tant que directeur commercial pour une maison de champagne en Reims. L'appartement qu'il s'était acheté avec l'argent récupéré était petit, mais lumineux, donnant sur la cathédrale. Il avait repris du poids, retrouvé son sourire, recommencé à m'appeler spontanément, juste pour parler de sa journée. Beaumont & Associés a déposé le bilan 6 semaines après notre confrontation au restaurant. Philippe a dû vendre l'entreprise familiale à un concurrent qu'il a démembré pour récupérer les actifs intéressants. Élise a déménagé à Lyon, où elle travaille maintenant comme responsable marketing pour une société de cosmétiques. Je ne sais pas si elle a appris quelque chose de cette expérience, mais ce n'est plus mon problème. Un dimanche après-midi de février, Théo est venu déjeuner chez moi. Nous avons cuisiné ensemble une blanquette de veau, comme quand il était petit. Alors que nous dégustions le vin qu'il avait apporté, un excellent Saint-Émilion, il m'a regardé avec cette intensité particulière qui précède les confidences importantes. « Maman, je ne t'ai jamais vraiment remercié pour ce que tu as fait. »« Tu n'as pas à me remercier. C'est ce que font les mères. »« Non, » il a insisté. « Toutes les mères n'auraient pas eu le courage de se battre comme tu l'as fait. Quand je pense que j'étais prêt à tout abandonner, à accepter d'être détruit juste parce que j'avais honte d'avoir été stupide. » Sa voix s'est brisée. « Tu m'as sauvé la vie, maman, littéralement. » J'ai attrapé sa main sur la table, sentant les larmes monter à mes propres yeux. « Tu n'as jamais été stupide, Théo. Tu as été humain, tu as fait confiance, tu as aimé, tu as cru en quelqu'un. Ce n'est pas de la stupidité, c'est du courage. Et oui, parfois ce courage nous expose à des gens qui ne le méritent pas. Mais tu t'en es sorti, tu as survécu, et maintenant, tu es plus fort. Je ne sais pas si je pourrais refaire confiance à quelqu'un un jour. Tu le feras, j'ai dit avec certitude. Pas demain, peut-être pas cette année,
Mais un jour, tu rencontreras quelqu'un qui mérite vraiment ta confiance, ton amour, ta loyauté. Et tu sauras reconnaître la différence, parce que tu as appris. La douleur nous enseigne, Théo. C'est son seul cadeau. Il a hoché la tête, un petit sourire triste sur les lèvres. Et toi? Tu ne regrettes pas d'avoir pris ces risques, d'avoir utilisé des méthodes qui n'étaient pas tout à fait légales? J'ai réfléchi à sa question. C'est vrai que ce que nous avions fait se situait dans une zone grise, juridiquement. Les enregistrements secrets, la manipulation d'Antoine se faisant passer pour un investisseur, les menaces voilées. Tout cela aurait pu mal tourner. Je ne regrette rien, j'ai finalement répondu. Parce que parfois, quand le système légal est trop lent ou trop compliqué, quand les gens puissants utilisent leur argent et leurs connexions pour écraser les plus faibles, il faut savoir se battre avec les armes dont on dispose. Philippe et Élise pensaient que parce qu'ils avaient l'argent, les avocats, le statut social, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils ont oublié que l'expérience, la détermination et l'amour maternel peuvent être des armes tout aussi redoutables. Théo a ri, un vrai rire joyeux qui a réchauffé mon cœur. Tu sais quoi? J'espère que si j'ai des enfants un jour, je serai pour eux ne serait-ce que la moitié du parent que tu as été pour moi. Tu le seras, j'ai dit avec confiance, parce que tu as appris la leçon la plus importante. La famille, la vraie, n'est pas celle qui te lie par des contrats ou par l'argent. C'est celle qui se bat pour toi quand tu n'as plus la force de te battre toi-même. Le soleil de février entrait par la fenêtre de ma petite cuisine, dorant le visage de mon fils. Et j'ai su, à cet instant précis, que tout ce que j'avais fait, tous les risques que j'avais pris, toutes les nuits blanches et les moments de doute avaient valu la peine. Parce que Théo était là, vivant, libre, entier. Il avait survécu à la tempête et émergé de l'autre côté, non pas brisé, mais renforcé. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre. Pas une lettre numérique, mais une vraie lettre manuscrite, dans une enveloppe épaisse avec un cachet de cire rouge. Quand je l'ai ouverte, j'ai trouvé une seule feuille de papier vélin avec quelques lignes écrites d'une écriture élégante que je ne reconnaissais pas. Madame Rochefort, vous ne me connaissez pas, mais j'étais l'un des cadres supérieurs de Beaumont & Associés. J'ai été témoin de ce que votre fils a enduré. J'ai eu honte de ma lâcheté, de ne pas être intervenu. Quand j'ai appris ce que vous aviez fait, comment vous vous étiez battu pour lui, j'ai pleuré. Non de tristesse, mais de soulagement de savoir qu'il existe encore des gens comme vous dans ce monde. Merci d'avoir eu le courage que nous n'avons pas eu. Respectueusement, un témoin silencieux. J'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai rangée dans le tiroir de mon secrétaire, à côté de la photo de Théo enfant, souriant avec ses 2 dents de devant manquantes. Cette lettre, plus que toute autre chose, m'a confirmé que j'avais pris la bonne décision. Pas seulement pour Théo, mais pour toutes ces autres victimes silencieuses qui subissent l'abus et l'humiliation dans l'ombre, trop brisées ou trop effrayées pour se défendre. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière sur toute cette histoire, je réalise que la plus grande leçon n'était pas sur la vengeance ou la justice, mais sur la résilience. Sur le fait que nous sommes tous capables d'une force incroyable quand nous défendons ceux que nous aimons. Que l'âge n'est pas une limite, mais parfois un avantage, parce qu'avec lui viennent l'expérience, la sagesse et les connexions qu'on a tissées au fil des années. Philippe Beaumont avait pensé qu'il pouvait écraser mon fils parce qu'il le percevait comme faible, isolé, sans ressources. Mais il avait oublié que derrière chaque personne se cache une histoire, une famille, des alliés potentiels. Il avait oublié que dans la vie, ce ne sont pas toujours les plus riches ou les plus puissants qui gagnent. Parfois, ce sont simplement ceux qui refusent d'abandonner. Mon fils a retrouvé sa vie. Moi, j'ai retrouvé un sens à la mienne. Et quelque part dans cette froide mécanique parisienne où l'argent et le statut semblent être les seules choses qui comptent, une petite victoire a été remportée pour la dignité humaine, pour l'amour familial, pour la justice qui existe parfois en dehors des tribunaux. Voilà mon histoire. Voilà comment une vieille femme de 66 ans a affronté un empire familial et a gagné. Non pas par la force brutale ou par l'argent, mais par l'intelligence, la détermination et l'amour inconditionnel d'une mère pour son enfant. Et si vous retenez une seule chose de ce récit, que ce soit celle-ci,
Ne sous-estimez jamais une mère qui se bat pour protéger son fils. Parce qu'il n'y a pas de force plus redoutable dans cet univers. Peut-être avez-vous aperçu un morceau de vous-même dans cette histoire, un écho lointain d'une bataille que vous avez menée, d'une douleur que vous avez portée en silence, d'un moment où vous avez dû choisir entre l'acceptation passive et le combat acharné. Ces histoires nous marquent, elles se gravent dans notre chair et dans notre mémoire, et parfois, des années plus tard, elles ressurgissent quand nous entendons le récit d'une autre femme qui a refusé de baisser les bras. Ou peut-être, comme moi, avez-vous découvert que l'amour véritable, celui qui transcende tout, exige parfois de nous un courage dont nous ignorions même l'existence jusqu'au moment où la vie nous place face à cette épreuve insurmontable. Ce courage qui ne vient pas de la force physique, mais de cette flamme intérieure qui refuse de s'éteindre quand ceux que nous aimons sont en danger. Cette détermination maternelle qui nous pousse à affronter des géants quand notre enfant pleure. J'aimerais vraiment, sincèrement, profondément savoir ce que vous avez ressenti en écoutant tout cela. Quelles émotions ont traversé votre cœur? Quelles larmes ont peut-être coulé? Quels souvenirs ont refait surface? À ma place, auriez-vous fait la même chose? Auriez-vous trouvé en vous cette force de vous dresser face à une famille puissante, blindée d'argent et d'arrogance, pour arracher votre enfant de leurs griffes cruelles? Auriez-vous osé défier le système, manipuler les apparences, risquer votre propre tranquillité pour sauver votre fils de l'abîme dans lequel il l'avait jeté? Ou auriez-vous choisi un chemin différent, peut-être plus prudent, peut-être plus conventionnel? Il n'existe pas de bonne ou de mauvaise réponse, je vous le promets. Chacune de nous porte ses propres batailles gravées dans l'âme, ses propres cicatrices invisibles qui racontent des histoires que personne d'autre ne connaît, ses propres victoires silencieuses qui n'ont jamais fait les manchettes, mais qui ont changé le cours d'une vie, sauvé une dignité, préservé un amour. Nous sommes toutes des guerrières à notre façon, même quand le monde ne le reconnaît pas. Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, je vous en prie. Partagez avec moi un fragment de votre propre expérience, de ce moment où vous avez dû vous lever et combattre, parce que je sais, je sens, j'en suis absolument certaine que beaucoup d'entre vous ont déjà vécu quelque chose de similaire, quelque chose qui résonne avec cette histoire. Vous avez vu un fils, une fille, un petit enfant être écrasé par des personnes qui prétendaient les aimer. Vous avez senti cette rage impuissante monter en vous face à l'injustice. Cette douleur déchirante de voir quelqu'un que vous aimez être transformé en ombre de lui-même. Et je sais aussi, intimement, que beaucoup d'entre vous ont dû prendre des décisions déchirantes, impossibles, des décisions qui vous ont tenu éveillés pendant des nuits entières, qui vous ont fait trembler de peur et de doute, mais que vous avez prises quand même parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, des décisions qui ont changé le cours d'une vie entière, qui ont sauvé quelqu'un du désespoir, qui ont renversé une situation qui semblait sans issue. Ces moments définissent qui nous sommes vraiment, au-delà des masques sociaux, au-delà des conventions, au-delà de ce que le monde attend de nous. D'où m'écoutez-vous en ce moment précis? De quelle ville baignée de pluie ou inondée de soleil? De quel pays où résonne peut-être un accent différent du mien, mais où bat un cœur identique? Parfois, dans le silence de mes nuits, je me demande combien nous sommes dispersés à travers le monde, séparés par des océans et des frontières, parlant des langues différentes, vivant dans des cultures diverses, mais toutes profondément unies par cette force invisible et indestructible qui nous anime quand nous devons protéger ceux que nous aimons, cette énergie primordiale qui transforme une femme ordinaire en force de la nature. Écrivez dans les commentaires, s'il vous plaît. Laissez votre empreinte indélébile ici, dans cet espace que nous partageons. Dites-moi d'où vous venez, racontez-moi ce que vous avez ressenti en écoutant mes mots. Partagez ce que cette histoire a réveillé en vous. Quelles émotions enfouies elle a libérées, quels souvenirs elle a fait remonter à la surface. Votre voix compte, votre expérience importe. Votre histoire mérite d'être entendue autant que la mienne. Si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, si elle a fait vibrer une corde sensible au plus profond de vous, si vous avez senti qu'elle méritait d'être racontée, partagée, transmise à d'autres femmes qui en ont besoin, laissez votre like. Ce geste si simple, si rapide, me dit pourtant quelque chose d'immense, que je ne suis pas seule dans cette bataille invisible,
que mes mots ont trouvé un refuge sûr dans le cœur de quelqu'un qui comprend, qui a vécu, qui sait ce que signifie se battre pour ceux qu'on aime. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite chaleureusement à le faire maintenant, parce que j'ai tant d'autres histoires gardées précieusement en moi, tant d'autres vérités difficiles qui doivent absolument être dites à voix haute, tant d'autres batailles menées par des femmes extraordinaires qui méritent d'être connues, célébrées, transmises aux générations futures. Et peut-être que dans l'une de ces histoires à venir, vous retrouverez à nouveau un morceau de vous-même, un reflet de votre propre parcours, une validation de vos propres choix. Savez-vous ce que j'ai appris de tout cela, de cette épreuve qui aurait pu nous détruire mais qui nous a finalement renforcés? Que nous ne sommes jamais, absolument jamais trop vieilles pour nous battre avec férocité quand c'est nécessaire. Que nous ne sommes jamais trop faibles pour vaincre des adversaires qui nous surpassent en argent et en pouvoir, car nous possédons des armes bien plus puissantes, l'expérience, la ruse, l'amour inconditionnel, et que nous ne sommes jamais, au grand jamais, trop insignifiantes ou trop ordinaires pour faire une différence monumentale dans la vie de ceux que nous aimons de tout notre être. L'âge nous offre quelque chose d'inestimable que l'argent ne pourra jamais acheter, que le statut social ne pourra jamais conférer. L'expérience durement acquise au fil des décennies, la sagesse qui vient d'avoir survécu à 1000 tempêtes, et cette capacité précieuse de voir au-delà des apparences trompeuses, de détecter les mensonges sous les sourires polis, de reconnaître la cruauté déguisée en bienveillance. Cette sagesse fait de nous des adversaires redoutables quand nous décidons de protéger les nôtres. Merci du fond du cœur d'être resté avec moi jusqu'ici, d'avoir consacré ces précieuses minutes de votre vie à écouter mon histoire avec le cœur ouvert et l'esprit attentif. Maintenant, allez, commentez sans retenue, partagez généreusement cette histoire avec d'autres qui en ont besoin. Connectez-vous à cette communauté invisible mais puissante de femmes qui refusent de se laisser vaincre. Parce qu'ensemble, unis par nos expériences et nos combats, nous sommes infiniment plus fortes que quiconque ne pourrait jamais l'imaginer.